Ok, on est live. Oui. Attends, je vais vous organiser ça. Bisous. Ok. Je dis bonsoir à tout le monde. Mon nom c'est Valérie Fizéné, donc j'ai le plaisir d'animer avec vous cette première série de questions-réponses suite à vos interventions. Et je rappelle qu'on est aujourd'hui 13 avril 2021. C'est également la première journée du Sommet international de la finance organisé par le groupe Croissance. Et à cette occasion, Groupe Croissance par CEDEL, Groupe Croissance, CEDEL, et ont organisé un ensemble de panels de discussion sur des sujets très variés. Et ça aussi coïncide avec le lancement de Profil TV. Et maintenant, nous allons donner la possibilité aux panélistes de réagir aux différentes questions que ceux qui nous ont suivis depuis ce matin ont pu poser. Alors, je vous dis merci beaucoup d'avoir participé parce que nous avions eu des discussions très intéressantes. Et encore une fois, au nom de toute l'équipe de Profil TV, du groupe Profil, je remercie chacun d'entre vous. Donc, ce matin, bon, nous avons tout, comment on va procéder, c'est qu'on a l'ensemble des panélistes qui ont intervenu ce matin, qui sont là. Les modérateurs aussi sont également présents, donc on va remonter les questions et les panélistes pourront répondre en fonction des questions qui ont été adressées par le public. Alors, je rappelle que nous avions eu comme keynote speaker Charles Clermont, président du conseil d'administration de Caribbean Venture Capital, et il a eu à intervenir autour du thème contribution du Smart Capital au développement du capital humain haïtien. Et pendant la journée aussi, nous avons eu une présentation avec Rigoberto Serrania Science et Marvin Desjans. Et ces deux messieurs ont eu à discuter, à aborder le thème digital, la transformation digitale, transformation numérique dans un contexte post-Covid. Et le tout dernier panel qu'on vient de suivre, c'est sur l'agro-industrie, où on a parlé avec Jean Chesnel-Jean, Philippe Bastille et Alexandre Delion, donc de la nécessité d'avoir une chaîne de valeur de cacao compétitive et durable en Haïti. Donc, ce fut en gros l'ensemble des panels de discussion qu'on a eu pour cette première journée. Et c'est autour de ces éléments-là qu'on va avoir notre série de questions-réponses. Alors, la première question que j'ai une question du public et qui est adressée à Charles Clermont. Et cette question se dit comment s'assurer de l'impact du smart capital sur l'ensemble de l'économie. Donc, c'est une question qui est adressée à Charles Clermont. Comment s'assurer de l'impact du smart capital sur l'ensemble de l'économie? Je ne sais pas si M. Clermont est là, il pourra répondre. Bon, si tu ne me vois pas, je te vois. Ah oui, voilà, super. Donc, ça, c'est la première question qui vous est adressée. Comment s'assurer de l'impact du smart capital sur l'ensemble de l'économie? Et je rappelle que vous avez effectivement intervenu autour du thème contribution du smart capital au développement du capital humain haïtien. Ok, merci. Je ne sais pas combien de temps j'ai, mais je vais essayer d'être le plus bref possible. On va essayer d'être assez bref. Si on peut faire ça dans 3 minutes, c'est bon. Bon, ok. Fair enough. Parce que là, il y a beaucoup de questions qui sont en train d'être remontées.
OK. Mais ma réponse c'est une question intéressante et importante. C'est une question qu'on peut lier à toute la problématique de comment est-ce que tu fais quand tu fais quelque chose au niveau micro, même si c'est bien réussi, et de t'assurer que tu peux avoir un impact au niveau macro. Grosso modo, c'est comme ça que je comprends cette question. Moi, ma réponse est la suivante. Je pense que la réponse à cette question vient de la mise en place et de l'efficience de fonctionnement d'un écosystème autour de l'acteur ou des acteurs qui sont intéressés à avoir cet impact national. Autrement dit, le groupe Forfin est une entité, bon, une entité qui a déjà formé de plusieurs entreprises, mais en tant que telle, elle fonctionne et le groupe met sur place, il travaille à mettre sur place un ensemble, un écosystème d'entreprises qui sont liées et par une façon de, je dirais, non seulement de concevoir, mais de déployer les ressources financières, de déployer du smart capital. Et je crois que la réponse pour avoir un impact, il nous faut reconnaître que nous devons influencer notre écosystème et de là des écosystèmes. Et aller plus loin, mettre en place des institutions qui pour l'instant n'existent pas. Je donne un exemple. Et supposons qu'en travaillant, on arrive à avoir un marché des valeurs dans ce pays et où le capital peut bouger et changer de main et être alloué de manière efficiente aux entreprises qui en ont besoin, petites, moyennes, n'est pas grande entreprise, etc. On a là une façon de faire qui permet d'avoir l'impact. Autrement dit, ma réponse à cette question, c'est que pour s'assurer que nous ayons un impact, nous devons faire deux choses. Un, nous devons avoir une façon d'opérer et un produit et un service, je dirais, qui est très clair, qui est, je dirais, pratiquement cristallin. Il nous faut un système de communication qui permette aux intéressés, OK, qui orbitent au sein de cet écosystème, de pouvoir bénéficier de ce smart capital et de pouvoir utiliser avec avantage ce produit. Donc, c'est ça ma question. C'est ça ma réponse. Essentiellement, le médium, je dirais, de transmission, si je veux dire, du smart capital et donc son impact sur les ressources humaines va se faire non pas à travers une société, mais à travers tout un écosystème qui doit se mettre en place au fur et à mesure. Et la taille de l'impact va dépendre de notre capacité à mettre en place cet écosystème. Ce sur quoi nous travaillons d'AHP depuis le début. Merci, M. Clermont. Je crois que ça a été très clair. Alors, je vais revenir parce qu'il y a d'autres questions qui vous concernent, mais je bascule sur la toute dernière présentation qu'on a eue, à savoir Haïti Agro-Industrie pour une chaîne de valeur de cacao compétitive et durable. Alors, permettez-moi que je leur donne la priorité puisqu'ils se font tard, ils sont en Europe. Donc, il y a une question pour ces messieurs, Jean Chisnel Jean, Philippe Bastide et Alexandre Bélion, et l'un des trois pourrait répondre. La première question est la suivante. Est-ce que le cacao peut devenir ce que le café représentait autrefois pour l'économie haïtienne? Donc, l'un des trois panélistes pourrait répondre à cette question. Donc, est-ce que le cacao peut devenir ce que le café représentait autrefois pour l'économie haïtienne? J'ai trois questions pour ce panel. Je ne sais pas si je peux les donner toutes. Et puis, comme ça, on les note et on pourra faire une réponse groupée pour ce panel. Donc, la première question concernant ce panel, c'est est-ce que le cacao peut devenir ce que le café représentait autrefois pour l'économie haïtienne? La deuxième question que j'ai, c'est où l'État devrait-il intervenir pour valoriser la filière cacao en Haïti et la rendre compétitive au niveau mondial? La deuxième question, c'est où l'État devrait-il intervenir pour valoriser la filière cacao en Haïti et la rendre compétitive au niveau mondial? Et la troisième question, c'est quel conseil pour les entreprises exportatrices pour Haïti d'une manière générale puissent s'orienter vers les marchés de niche à l'international? Une dernière fois, je rappelle les trois questions pour ce panel. Donc, je demande à Jean Chesnel, Philippe et Alexandre
de les noter et comme ça, ils pourraient et répondre comme ils l'entendent. Donc, la première question, c'est est-ce que le cacao peut devenir ce que le café représentait autrefois, première haïtienne? La deuxième question, c'est où l'État devrait-il intervenir pour valoriser la filière cacao en Haïti et la rendre compétitive au niveau mondial? Et la troisième, c'est quel conseil pour les entreprises exportatrices pour Haïti de manière générale pour qu'elles puissent s'orienter vers les marchés de niche à l'international? Donc, je passe la parole aux panélistes qui ont animé cette thématique. Voilà. Jean Chesnel, voilà. Alors, si je peux me permettre, Bien sûr. Allez-y. à l'heure actuelle, l'ICCO, qui est la grosse institution du cacao mondial, travaille avec d'autres institutions pour revaloriser le cacao, c'est-à-dire le cacao d'excellence, et le mettre à la hauteur du café. Donc, il y a eu un éveil ces 3 dernières années. Ils travaillent à l'heure actuelle pour, je ne peux pas vous en dire plus, je parle au nom de l'ICCO, mais il y a des travaux qui sont en train de se faire sur ce domaine-là. Et je l'ai montré quand je suis intervenu, la boîte de chocolat qui a été faite par Cacao d'Excellence est une initiative pour essayer de revaloriser les producteurs, le cacao et le chocolat. Ouais, moi, ce que je voulais dire, merci Alexandre. Bon, je ne crois pas qu'on a la prétention que le cacao rivalise ou bien remplace le même rôle que le café a eu à jouer dans l'histoire d'Haïti. Parce qu'il y a un certain moment, le budget national, c'était même ce que valait le café. Donc, je ne crois pas, mais je dirais qu'aujourd'hui, le café, il y a vraiment un gain de productivité à aller chercher. Et on a vu, par exemple, les surfaces actuelles, les rendements actuels qui sont de l'ordre de 250 kg à l'hectare. Mais si on a, même si on arriverait, si on met le paquet sur les surfaces actuelles, même sans additionner d'autres surfaces, on pourrait multiplier par 4 le rendement. Donc, il y a un gain de productivité à aller chercher au niveau, au niveau des rendements. Il y a aussi beaucoup de surfaces qui peuvent être exploitées davantage et dans des endroits. Et même avec le changement climatique, les études ont montré qu'il y a beaucoup de surfaces qui étaient utilisées pour le café qui ne vont plus être valables, favorables au café. Et le cacao peut remplacer le café au niveau de ces espaces. Là, je parle du point de vue agroécologique où le cacao tolérerait le climat plus chaud que le café. Donc, par contre, je pense que le cacao, dans la partie production, il y a des gains de productivité, donc on peut aller chercher beaucoup d'argent. Dans la partie transformation, on peut aller chercher aussi il y a aussi des gains de productivité, des plus-values à créer. Donc, le cacao peut jouer un rôle important dans l'économie nationale, même si on ne va pas rivaliser avec le café, mais le cacao aujourd'hui, c'est comme une filière porteuse où il y a beaucoup de choses qu'on doit aller chercher là-dedans. Donc, c'est une filière porteuse, donc voilà, mais pas les situer au même niveau que le café. Juste pour dire que c'est une filière économique à valoriser. Je vais peut-être répondre sur la question du gouvernement, le rôle du gouvernement. Il y a 2 grands niveaux en fait. Sur une filière où les volumes sont faibles, il faut éviter les interventionnismes des gouvernements sur du copier-coller de ce qui est fait dans certains pays africains. Il faut tout de suite s'orienter vers des marchés à haute valeur ajoutée et valoriser l'image d'Haïti. Un des grands défauts du cacao africain, c'est qu'il n'a pas d'image. Il y a beaucoup de volume. Tout le monde en a dans son magasin, tout le monde en a dans les tablettes de chocolat, mais c'est un cacao qui n'a pas d'image. Donc, le gouvernement peut intervenir à 2 grands niveaux. Le premier, c'est, et ça a été dit en partie par Jean Chesnel, créer des outils pour qu'on crée des compétences où on favorise des compétences qui n'existent pas encore et qui sont liées au métier du cacao. Alors, le métier du cacao, on a vu, c'est un métier vaste. Ça commence par la production, et puis il y a toutes les étapes de la transformation, il y a toutes les étapes de la promotion, et il y a tout le marché export et la promotion à l'export. Il faut créer des outils, et c'est un petit peu l'État qui va être le garant de ça. Je voudrais rappeler quand même que c'est l'État qui met en place les systèmes de
comment dire, de lois et de règles quand on veut faire des appellations d'origine. Ce sont les producteurs qui en sont les garants en termes du produit, mais c'est l'État qui met tout ça en musique. Donc, il a un rôle important par rapport à ça, mais pas nécessairement dans la régulation du système cacao. Et le deuxième rôle important qu'il doit jouer, c'est mettre en avant cette spécificité à travers, je dirais, la facilitation au niveau de chambres de commerce cacao, je dirais comme ça, faciliter la visibilité du cacao haïtien dans le système d'autoconsommation qui pourrait être mis en place ou développé, au moins développé au niveau d'Haïti et surtout à l'extérieur. Haïti est, comme la plupart des pays des Antilles, dispose d'un cacao qui est bien né. Il a toutes les caractéristiques d'un cacao de très haute valeur ajoutée. Les producteurs ne peuvent pas assurer seuls la promotion. Il faut attirer les acheteurs dans le pays et l'État doit être un facilitateur à ce niveau-là. Quand je disais tout à l'heure qu'il fallait participer aux événements internationaux, tout ça, ça se fait par des systèmes simples de promotion. Quand on dit chambre de commerce du cacao, par exemple, c'est un exemple, mais l'État est présent. L'État est aussi quelque part à la fois le garant et le facilitateur. Donc, ne reproduisons pas les erreurs qui ont été faites dans les grands pays producteurs de cacao. Le cacao haïtien est particulier, il doit être valorisé en tant que tel. Donc, la formation des métiers qui peuvent intervenir dans la production jusqu'à la transformation. Et deuxième étape, tout ce qui va faciliter la promotion de ce milieu agricole particulier. Merci beaucoup. Et je ne sais pas si vous avez une autre, s'il y a d'autres interventions, d'autres questions sur le. Je crois que Philippe a tout dit, c'est juste pas pour la formation, mais je dirais par exemple qu'on a mentionné là effectivement la faiblesse au niveau national des compétences et on a vu toutes les compétences qu'on a besoin pour avoir un cacao compétitif et durable sur les marchés internationaux, à la fois le système cacao est résilient. Moi, je crois que justement, en tant qu'État, il y a pas mal d'outils, même au niveau régional, tout ce qui est ICA, des accords bilatéraux avec des pays de la région comme le Costa Rica, le Venezuela, l'Équateur, qui sont des pays aujourd'hui au niveau mondial, les leaders en termes de cacao, de compétences. L'État peut faciliter justement l'obtention de bourses de formation, d'échange à travers ces pays pour des jeunes qui veulent intégrer la filière cacao, quoi. Donc, je crois que Philippe l'a dit. Et surtout par rapport à la gouvernance, aujourd'hui, nous, on est en place des comités ad hoc et on essaie justement, avec l'État, de monter une sorte de partenariat public-privé et pour que, justement, qu'on ne reproduise pas le schéma où c'est l'État qui dirige, mais une sorte de partenariat. Il y a beaucoup de pays dans la région, comme le Saint-Domingue, comme Honduras, ils ont mis en place un modèle mixte. Et c'est tous ces modèles mixtes qui ont permis justement à leurs cacaoyers de progresser, de faire du progrès et d'être compétitifs sur le marché international, quoi. Et par rapport au conseil, pour les entreprises pour exporter, je laisse la parole à Alexandre, qui est chocolatier, qui pourrait dire qu'est-ce que vous nous conseillez. Certainement. C'est-à-dire le cacao, c'est sûr que c'est une source, c'est la base. Hein. Si le cacao n'est pas bon, on ne fera pas un bon chocolat, c'est certain. Du moins, il faut mettre des moyens technologiques qui sont inaccessibles pour vous, pour des petits pays. Hein. Par contre, il existe une technologie artisanale qui a évolué ces 5 dernières années énormément, où on est capable de faire du chocolat très, très bon, avec des machines, comme je disais, qui sont complètement amortissables, accessibles, avec des petits laboratoires de 40, 50 mètres carrés, où vous pourrez produire 20 000 tablettes sans souci. Et on en discutait même avec Philippe, parce que c'est un des sujets, c'est-à-dire même au niveau de la fermentation, au niveau des séchages, il faut passer sur une autre méthode, passer sur une méthode où votre terroir sera mis plus en valeur, où vous pourrez vraiment valoriser votre terroir. C'est-à-dire que vous aurez le langage que les viticulteurs ont
Voilà, c'est revaloriser votre terroir. Donc, il y a aussi des investissements en infrastructure. Hein. Ce n'est pas énorme, mais ce sont des choses qui permettront de valoriser, de parler, de communiquer et d'amener de la valeur ajoutée. Oui. Justement, par rapport à ça, Valérie, je voulais juste ajouter quelque chose à Alexandre par rapport justement de cette histoire de terroir, mais je dirais que nous, en tant que pays producteur, je dirais que le monde, les pays nord, ils connaissent très peu du cacao, en fait. Parce qu'aujourd'hui, quand vous vendez le cacao haïtien, on vend une bouillie, on peut avoir un bon produit. Alexandre, non, quand je parle, c'est parce que, en termes de, comme vous faites, par exemple, en France, il y a des terroirs, chaque micro-terroir, chaque terroir. Donc, aujourd'hui, vous avez une origine à Haïti. Alors que le cacao de Jacques, mais le cacao de Dieu, non, ce n'est pas le même cacao. Le cacao de la Grande, le cacao de Damba, il y a beaucoup de micro-terroirs. Nous, il faut aller jouer sur ces micro-terroirs-là. Vous dites, proposer aux consommateurs, voilà des types d'arômes particuliers, arômes au goût caramel, arômes au goût de mangue, au goût de cerise. Et ça, on crée une demande, on crée une valeur ajoutée et on crée notre marché, quoi. C'est là qu'il faut aller. Il faut vraiment innover pour proposer aux consommateurs, aux chocolatiers, de nouveaux produits. Merci, messieurs. Et je vous demanderai de rester avec nous. Et comme ça, s'il y a d'autres questions, je pourrais vous les remonter. Vous pourrez quand même réagir. Mais je rappelle que Jean Chesnel-Jean, directeur général d'Haïtika SA, Philippe Bastide, expert mondial du cacao, et Alexandre Delion, chocolatier, expert international. Vous avez tous trois débattu du thème pour une chaîne de valeur de cacao compétitive et durable. Merci encore. Donc, je passe à une autre série de questions, mais comme je l'ai dit, vous pouvez rester avec nous s'il y a d'autres questions. Alors, la prochaine question, laissez-moi voir. OK. Là, j'ai une question pour le panel sur la transformation digitale et dans un contexte de post-Covid. Je crois que c'est en anglais. Et ça, that was a panel held by Rigoberto Serrania Science and Marvin Dejean. So the first question is for Rigoberto Serrania. What are the main challenges for countries in Caribbean to face winningly the changes related to digital transformation? What are the main challenges for countries in Caribbean to face winningly the change related to digital transformation? Okay, thank you very much. Good afternoon, everyone. Well, speaking about the question in terms of for example, the government is to accelerate all the regulation that allows the financial arena, the financial institutions to get advantage of the innovation and the technology in order to attend their customers. First of all, we have to, as a financial institution, you need to understand that the convenience for the customers is the main reason that the financial institutions have in order to improve the wealth and the wellness of the people. So the regulators should have the intelligence and the ability to understand that the environment is now global. So if you don't support your institutions inside the country, what could happen is that many other institutions around the world can erupt into your market and erosion of the gains and the efforts of the local institutions. And in another arena, speaking of the institutions, is to understand that the customers must guide your reason for existence, and to understand that as far as you facilitate your transactions with the customers and between customers, it's more probable that you can be successful in the future. Understanding that the digital economy is now. I mean, it was yesterday when digital rocked the market. So you have to invest in innovation, to invest in technology in order to survive and can attend your customers in a better way. Yeah, there's another question for you. You said during your presentation that 7 out of 10 companies that are doing digital transformation are failing at it because people
trying to take digital transformation as a technology, just part and pieces of it, and try to overlap on the existing business model. So, what companies should do to efficiently take benefit of digital transformation? Okay, I understand. If I understand the question is that The question is, yeah, what companies should do to efficiently take benefit of digital transformation? Okay, yeah, I understood the question. Based Well, on what we said previously, about 7 out of 10 companies that are doing digital transformation are failing at it. Okay, thank you very much. I was referring, we were referring, Marvin and I, to many of the enterprises just think that the digital transformations means that you put technology on top of the layer that you actually have as a company. That doesn't mean digital transformation. The business model of the digital economy is pretty different from the actual normal business. So what it means is that you should learn, you should study your customer, you should study your competition. Even when I refer to competition, I refer to all the digital offer that we have in the market. Because when people compare us as a company with in the digital arena, they don't necessarily compare a sector within the sector. What is happening today is that our customers, they have availability on every sector in digital offering. So the best practices not necessarily comes from your industry, maybe comes from another industry speaking about digital. So what you have to understand is how the customer confronts the technology, how they use the technology, so you can build a different customer journey in order to get successful in the digital arena. That's why we were saying that 7 out of 10 companies that they think that putting technology on the top of the layer they are actually doing, they fail in the transformation business. Mm-hmm. I don't know if I'm clear. Yeah, thank you, sir. So I have another question about this panel. It will be for Marvin Dejean, but I will ask him this question later on. Now, let's get back to Charles Clermont. Monsieur Clermont est encore avec nous? Elle est là. Monsieur Clermont sera là avec toi jusqu'à 5h30. Super, super. Alors là, j'ai une autre question pour toi, c'est pour vous alors, excusez-moi. Vous avez dit, le futur post-Covid nous appartient si nous investissons intelligemment dans le capital humain. Alors la question, c'est quelle forme va prendre ce futur et comment l'esquisser? Alors, là, ma réponse, elle va être très simple. Et ce serait vraiment très prétentieux de ma part de dire quelle est la forme que va prendre le futur, enfin le post-Covid. Dans mon intervention, tu as noté que j'ai fait référence à ce que beaucoup de gens dans le monde aujourd'hui me disent qu'il faut s'attendre à un cycle pour retourner à ce qu'ils ont appelé de new normal. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais ce que je pense que nous devrions tous, parmi les leçons que nous pouvons tirer de ce qui s'est passé dans le Covid, il y a une première leçon, c'est comment les phénomènes, le Covid a d'une certaine façon illustré, de façon parfois un peu tragique, mais illustré la vérité de la globalisation, de phénomènes de globalisation. Autrement dit, voilà un petit virus qui est apparu, je ne sais pas trop où, et qui s'est répandu en quelques jours à 150, 168 nations, etc. On dit, bon, à cause des transports, de ceci, de cela. Quelles que soient les raisons. Ce à quoi nous avons assisté, c'est que le monde entier a été pris au sein d'un phénomène global et créé par Covid. Donc, c'est le premier élément que je mettrai en évidence avant de vouloir et d'expliquer pourquoi l'importance et pourquoi dans l'après-Covid, où Covid nous amène de plus en plus à la conscience
que l'investissement majeur que nous devons faire est dans le capital humain. Je vais revenir. Donc, premier élément, les phénomènes sont de plus en plus globaux. Premier élément, c'est que c'est très difficile de se dire nous allons mener une politique macro en Haïti. Et ce n'est pas vrai seulement pour les petits pays. Même les États-Unis d'Amérique, comme un grand pays, ou la Chine, ne peuvent prétendre mener une politique et que cette politique ne tient pas compte du reste du monde. Donc nous tous, on devra se placer et se demander, mais qu'est-ce qui va se passer? Regardez aujourd'hui un phénomène qui pose question, c'est de savoir, OK, est-ce que le monde doit être vacciné et par quel vaccin? Bon, il y a beaucoup de controverses parce que beaucoup de gens disent que dans une période aussi courte, on n'a jamais, et ce n'est pas certain qu'on connaisse déjà l'impact de la vaccination, etc. Pourtant, ça continue. Donc, je ne vais pas entrer dans ce débat, ce n'est pas mon domaine de compétence, donc je m'abstiens. Je dis simplement que les phénomènes prennent des allures de plus en plus globales. C'est un premier point. Le deuxième point, c'est que Covid a ramené tout le monde au même un dénominateur commun. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le cas de Covid, on s'est rendu compte que, bon, il n'y a peut-être pas de petites nations, de grandes nations, tout le monde est frappé. Donc, véritablement, encore une fois, une universalité du phénomène. Je m'arrête là pour dire ceci. Dans un cas, dans un monde qui évolue dans une direction que tu ne maîtrises pas, sur quel facteur peut-on compter absolument? Ce que je dis personnellement, c'est que il y avait déjà, et tout à l'heure, Huberto Sanz vient de parler de la transformation digitale, et ce que vous devez réaliser, c'est que dès que tu parles de digital, que tu parles d'Internet, tu parles aussi de transmission dans le monde entier, tu parles aussi de ce que les distances n'existent plus, tu parles de ce que je peux bâtir une entreprise n'importe où sur la planète, etc. Donc, face à ce phénomène, je crois personnellement que la richesse et la création de la richesse à l'échelle mondiale repose sur un facteur qui est non seulement le capital humain, mais un capital humain flexible. Et je suis sûr que Marvin, des gens sera d'accord avec moi, un capital humain qui devrait être de plus en plus agile, c'est-à-dire avoir la capacité de transformer. Je ne vais pas trop rentrer dans ce sujet, mais je dirais à mon public de prendre l'habitude de réfléchir. Et dans le monde aujourd'hui, il y a des mots, Valérie, il y a des concepts que tout le monde doit comprendre. Et un de ces concepts les plus intéressants s'appelle pivoter. Pivoter signifie quoi? Je bâtis quelque chose et je n'essaie pas d'aller jusqu'au bout et je travaille sur des prototypes. Si mon prototype marche, fine, je peux à ce moment-là développer, utiliser les capacités de l'écosystème pour développer mon prototype. Si mon prototype ne marche pas, ce que je dois faire, c'est pivoter. Pivoter signifie, je change de rien là-dessus rapidement. La ressource humaine qui a cette capacité d'être flexible, agile, de pouvoir pivoter, ce n'est pas la ressource humaine qui a été formée il y a 2-3 ans. Ce n'est même pas la ressource humaine du siècle dernier. La ressource humaine au XXIe siècle est une ressource qui est ouverte, qui a la capacité face au phénomène de s'adapter. Ça, il va falloir investir massivement dans les ressources humaines pour leur donner cette capacité de répondre aux défis du monde rapidement, alors le terme anglais est to prototype, de créer des prototypes, de les faire valider, d'arriver avec un produit et de voir est-ce que ce produit est valable, OK? Et si ce produit est valable, on peut continuer à avancer. S'il n'est pas valable, on retourne. Donc, alors justement, là, même si je ne sais pas, pardon, excuse-moi. Non, je dis que même si je ne sais pas, même si je ne sais pas où le monde sera et post-Covid, mais je suis certain d'une chose,
le vrai capital dans le post-Covid sera le capital humain. N'oubliez pas que dans ce cas-là, et ceux qui ont, Theodore Schultz et tous ceux qui ont pensé capital humain, le premier élément qu'ils ont mis en évidence, c'est quoi? La santé. Il te faut la santé, il te faut l'éducation, il te faut la résilience, il te faut la flexibilité, il te faut l'agilité. Voici le capital humain post-Covid. Alors, c'était ça la prochaine question, justement. Et c'était de cet objectif de pivoter. Et quel doit être le rôle de l'État pour favoriser la mise en place d'un écosystème qui puisse contribuer au développement du capital humain haïtien? Donc, c'était ça justement la prochaine question. Alors, dans pivoter, il y a toujours risque. Mais je dirais ceci, la première chose, sans entrer dans les détails, on a besoin de capital pour faire une chose. C'est que quand vous démarrez une entreprise quelconque, vous commencez par générer, vous commencez par avoir besoin de cash. Et votre cash flow cumulatif commence par être négatif. Et il vous faut un capital en quantité suffisante pour sortir de cette période de cash flow négatif et passer à une période de cash flow positif. Bon, ceci étant dit, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, l'image que j'aime utiliser, et je partage cette image avec mon audience, c'est l'image de ce qu'on appelle la piste d'atterrissage ou de décollage. Ce qu'il faut, c'est que l'entreprise doit avoir suffisamment de capital pour passer la période où le cash flow est négatif, compenser jusqu'à ce que les cash flows générés permettent d'arriver à une situation de positive cumulative cash flow. Autrement dit, maintenant, quel est le rôle de l'État? Je vais répondre en disant ceci. L'une des choses qu'il faut demander à l'État, c'est de créer un environnement propice au déploiement du capital. Donc, il y a un respect des règles du jeu, il y a des normes juridiques et des normes de justice à mettre en place qui ne sont pas encore en place dans notre pays. Il faut qu'on soit clair. Et aujourd'hui, nous devons nous évertuer à créer une situation. Et quand tu me parles de l'État, je pense que ceux et celles qui veulent prendre de risques voudraient éviter une certaine classe de risques qui ne sont pas amenés, qui ne sont pas, je dirais, équipés pour prendre. Et je le dis en toute simplicité, la situation de l'environnement haïtien aujourd'hui et les problèmes de sécurité qui se posent et portent à s'interroger sérieusement sur l'avenir éventuel du capital et du capital humain. Donc, le rôle de l'État, c'est justement, le rôle de l'État n'est pas d'intervenir dans le mécanisme de transaction du marché, etc. Le rôle de l'État, c'est de s'assurer que l'environnement créé est un environnement porteur, c'est un environnement qui permet un déploiement et je dirais d'une certaine façon un déploiement sûr du capital. On prend des risques, mais nous voulons prendre des risques, nous voulons assumer les risques que nous devons assumer. Il y a une partie de ces risques que nous ne sommes pas équipés pour assumer. Merci, M. Clermont. Il y a une autre question pour toi, mais je ne vais pas la poser maintenant. Et je crois qu'il y a Naël Jasmin qui a une question pour Marvin Dejean. Donc, je la laisse lui poser cette question d'abord et puis après, on revient. Naël, tu veux poser ta question? Merci. Bonsoir à tous. On continue donc avec la session de questions et j'ai une question pour M. Dejean. Mr. Dejean, in your intervention, you said that this pandemic refreshes our mind that the most valuable things and activities of human being come from those that feeds you, transport you, the medical system, etc. They are made by human beings at the very end. So my question is, does that mean that we have already left behind the digital revolution and are heading towards a revolution focused on people, quality of life? What should we expect? Are there any irreversible changes attributed to COVID-19? Okay, so if I understand the question is, really what we're talking about is what's the ultimate destination
of humanity, our societies, our governments, based on this digital transformation revolution, or what we call the fourth industrial revolution taking place right now on our planet. Listen, human societies have been evolving since we got on this planet. I mean, from revolution to revolution, each element is taking humanity in a very different place. I think what we are seeing right now is that this particular evolution or revolution, if you want, is that people have a much more capability or say-so as to the direction of where things are going to go. We have the capacity to make a decision about, what we want to promote as human existence on the planet. So one of few things are absolutely clear. There are things that we can't, it's inevitable that we can't go back on, and it's going to be part of our future. And that's, for example, the presence of technologies. And I'm not just talking about basic technologies, I'm talking about very, very tremendous life-altering technologies like artificial intelligence and automation and blockchain and cryptocurrencies. Those things are here to stay. And it's going to change societies like we've never seen before, right? So that's one. I mean, this is coming, or it's already here. So how prepared are we? The second opportunity we have, we can either make the future something that is very difficult or dystopian because of these changes, meaning there's a lot of wealth gap happening right now. It's either you're going to be extremely wealthy or extremely poor, right? And we need to make a decision as to how we want that future to look like based on where we're going. The second opportunity we have is because of these technologies, there's a lot of things when we look at Maslow's hierarchy of needs in terms of survival, having to work for food, shelter, and all these things that has really informed human civilization since day one. If you start taking those things away as having something that is predicated on our survival, you take that away from human beings, right? So you let technology take that over, meaning we let technology produce our foods, produce our habitat, produce our clothes, and you allow human beings to do what they do best, which is collaborative energy, creative energy, and really fulfill who they are inside as human beings in terms of their skill set or their natural talent, right? So imagine, 1,000 or 1,000,000 Michael Jordans being able to be Michael Jordan on the planet. That's an amazing, very different kind of society, right? So we have a choice to make right now. We can either go with this whole idea of what we've been doing with capitalism, allowing people, a very minority group of people, to really enjoy the thrills of being, very wealthy and living above the means of billions of people, or we can really bring it down and allow these technologies to allow everyone to have a quality of life and bring forth a very different kind of future on the planet. So this is going to be a collective decision, and we all have to, put our voice in the conversation and not just allow things to happen, right? So to me, it's an opportunity and a threat. The question is, which one is going to win out is going to be up to every single one of us sitting on this panel. Alors, Naël, tu as une autre question? Ça va? Alors, if there's no more question for Mr. Marvin, Mr. Dejean, I'm getting back right now to Charles Clermont for the last question. Alors, Monsieur Clermont, on parlait tout à l'heure de la mise en place de l'écosystème et du rôle que l'État haïtien peut jouer. Alors, la question c'est, s'il y a un écosystème, il faut les entrepreneurs aussi. Donc, c'est quel conseil pour les entrepreneurs haïtiens et pour les aider à saisir efficacement les opportunités économiques et financières post-COVID-19? En quoi et comment devraient s'orienter leurs investissements?
C'est une question pour Marvin, ça. Well, if he wants to answer that, no problem. Non, mais je crois que Marvin et moi, on a participé. Et Marvin m'avait invité à le rejoindre avec et Marc-Alain Moussico. On avait donné une première réponse à cette question que tu as posée. Et cette question, et la réponse, c'est qu'aujourd'hui, il faut que nos entrepreneurs embrassent le nouveau, en fait, ce qui est. Et ce qui est aujourd'hui, c'est un monde en transformation accélérée, en transformation numérique. Donc, ça pose, il y a des modèles d'affaires différents pour pouvoir faire, pour rentrer dans le numérique. Parce que très souvent, les gens, et Marvin, j'aimerais que Marvin me corrige là-dessus, puisque j'ai plutôt appris de lui qu'autre chose. Je dirais la chose suivante, c'est que et quand nous parlons de transformation digitale, il n'y a pas que la dimension technologique de la transformation. Et peut-être que le plus difficile de la transformation digitale, c'est la transformation du mindset, de la façon d'approcher les entreprises et la façon de bâtir les entreprises. Donc, et ce que doivent faire les entrepreneurs haïtiens, j'aurais plutôt tendance à dire que doivent être les entrepreneurs haïtiens. Ils doivent admettre que dans ce monde qui change, qu'il faut une nouvelle façon de faire les choses. Il y a une nouvelle définition des risques que tu prends, etc. Et ce n'est pas aussi dramatique que les gens croient. C'est-à-dire que, naturellement, tout ce qu'on ne connaît pas paraît, tout ce qui est nouveau paraît a priori poser un défi, mais c'est derrière ce défi que se trouvent justement les opportunités. Donc, et c'est pour ça que j'avais tout à l'heure mis en évidence qu'un des états d'esprit qu'on a, c'est ne pas craindre d'essayer, le prototype, et de pouvoir mettre rapidement en place les éléments qu'il faut et structurer au fur et à mesure. Donc, ce que je dirais personnellement, c'est que, donc, d'abord, il faut bien reconnaître une chose. Hein. Nous avons été à l'école primaire, secondaire et même universitaire, même graduate et post-graduate, et il n'y a pas de très bonnes écoles ici ou ailleurs qui t'apprennent à être un entrepreneur. Tu apprends quelque chose qui est très utile comme entrepreneur, qui est de gérer le business management, c'est très bien. Tu as un MBA, c'est très bien. Sauf que, et ce que font les entrepreneurs, c'est de créer. Ce que font les entrepreneurs, c'est de pouvoir, dans une situation déterminée, il y a un problème et je propose des solutions. Et si mes solutions sont valables, je fais de l'argent parce que je propose des solutions à des problèmes et je satisfais les besoins qui existent sur le marché. Donc, moi, ma première partie de ma réponse, c'est que là, ce qu'il nous faut, il nous faut un mindset ouvert à l'innovation, un mindset ouvert à la transformation et un mindset ouvert aux relations. Parce que plus que jamais, il sera difficile de concevoir, de pouvoir répondre aux besoins du marché sans entrer en relation ou parfois en partnership, même avec des compétiteurs. Donc, tu vois le mindset qu'il faut. Je ne sais pas ce que Marvin en passe, mais c'est la réponse que moi, je donnerai a priori. Bon, Charlie, si je me permets pour peut-être une petite réponse. Pour moi, et j'ai vu le marché haïtien, j'ai vécu dans le marché haïtien. Écoutez, si vous voulez vraiment même changer une seule chose dans le marché haïtien, je peux vous dire que n'importe quelle entreprise qui s'entreprend à faire même ce petit changement dans le marché haïtien se dépasse déjà dans des autres entreprises qui sont sur le marché haïtien. Et ce petit changement qui fait partie de la transformation digitale, c'est l'expérience client. L'expérience client, de voir l'expérience client, de mettre ça au centre de vos décisions de l'entreprise. Ce que vous faites, les produits, les services que vous donnez, vous faites ça d'une façon complètement différente pour que l'expérience client soit vraiment ce qu'on appelle le litmus test,
qui vous permettent de dépasser toutes les autres entreprises. Parce que c'est ce qui manque beaucoup en Haïti. Vous voyez des entreprises qui font, parce que vous avez un marché très restreint ou un marché où il n'y a pas de compétition vraiment, alors qu'ils donnent des services ad hoc ou bien comme ils veulent, et vous avez l'expérience client qui souffre amèrement. Si vous pouvez même changer ça dans un contexte, qu'il soit transformation digitale ou pas, vous avez déjà une entreprise qui dépasse les jeux. Alors pour moi, et toutes les décisions, la transformation digitale et le changement des entreprises débutent et se terminent avec l'expérience client. Vous mettez ça au centre de vos décisions et déjà vous avez une entreprise qui dépasse les autres et qui déjà est en route vers la transformation digitale. Il y a peut-être un élément aussi que je voudrais ajouter, Valérie, si tu permets, et où vraiment nos entrepreneurs devront prendre des décisions qui reposent sur des données. C'est-à-dire, il faut qu'ils prennent l'habitude de se dire, en gérant l'entreprise, face aux décisions à prendre, OK, quelles sont les données que je possède? Peut-être que tu n'en possèdes pas toutes, mais il faut être the most data center that you can be. Et au fur et à mesure, l'intéressant, c'est que si on prend l'habitude de faire reposer nos décisions sur des données, ces données vont devenir de plus en plus fiables. Parce que tu vas tester une donnée par la réponse que tu vas avoir du marché. Et cette réponse, et comme moi vient de te dire, la façon de le voir, c'est quelle est l'expérience client qui correspond à la décision que j'ai prise, au produit que j'ai mis sur le marché. Et ça, c'est une donnée capitale. La capacité de répondre et de savoir comment le marché a répondu à ceci ou cela. Donc, ce sont ces changements de... Et tu vois, je dis une chose très simple. Hein. Tout ceci va demander de la part des entrepreneurs et viejos qui sont moins jeunes ou moins jeunes et une certaine forme d'humilité. Parce qu'il y a un apprentissage à faire pour entrer dans le monde dans le numérique. Alors, il y a Robert Paré qui va faire une intervention. Mais juste avant, permettez-moi de rappeler que nous sommes en train de répondre aux questions qui ont eu lieu à la suite des premiers panels de discussion dans le cadre de la 11e édition du Sommet international de la finance. Et ces panels sont organisés conjointement par Groupe Profil, Groupe Croissance et CEDEL Haïti. Et on a eu aujourd'hui tout un ensemble de panélistes. Charles Clermont, qui a été notre speaker, il a abordé le thème contribution du smart capital au développement du capital humain haïtien. On a parlé aussi de la transformation digitale dans un contexte post-Covid avec Rigoberto Serrania Sáenz et Marvin Desjans. On a aussi eu une présentation de 3 jeunes entrepreneurs qui ont passé le concours de plan d'affaires de la BRH et également on a eu notre dernière présentation sur la chaîne de valeur de cacao, comment la rendre compétitive et durable avec Jean-Christophe Jean, Philippe Bastide et Alexandre Dieudon. Donc, messieurs et dames, je vous dis merci pour avoir animé ces panels et aussi de vous être rendus disponibles pour les questions. Donc, juste avant de passer la parole à Robert, je rappelle aussi que tous ces contenus, vous pouvez les regarder à nouveau quand vous le souhaitez et sur le site web www.profil.tv et également sur les réseaux sociaux YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Et donc, Robert, vous pouvez y aller. Merci Valérie. Et mon intervention n'était pas nécessairement programmée, mais je m'en serais voulu de ne pas venir personnellement au nom du groupe Profil, co-organisateur de ce sommet que j'ai l'honneur de présider, de venir dire merci personnellement à ces panélistes et aux autres, ceux qui n'ont pas pu être avec nous, qui ont fait de cette première journée une journée exceptionnelle. Et je crois qu'on a eu une masse d'enseignements allant de domaines et aussi divers, en commençant par cette intervention de Charlie Clermont ce matin, les interventions sur la transformation digitale, sur la chaîne de valeur du cacao et sur des jeunes entrepreneurs avec un désir d'avenir qui doit être encadré. Eh bien, je crois que ce genre d'intervention nous font dire que nous sommes en train de mener la bonne bataille. Et j'ai eu énormément de réactions pendant la journée et ces réactions, en fait, elles sont pour vous des jeunes et surtout sur des
différents forums qui disent combien ils ont appris, combien ils ont retenu de choses. Et moi-même aussi, je viens d'en retenir certaines et je remercie Marvin pour son intervention sur la notion de service client. Et je vais à ce propos rappeler que, évidemment, dans le monde de l'entreprise, la notion client est importante, mais le contribuable est un client. L'enfant est un client. La femme, le chômeur et les Haïtiens de la diaspora qui tiennent à revenir chez eux aussi sont des clients. Et donc, cette notion de service client devrait naturellement être transposée dans toute sa dimension, et y compris dans sa dimension interne et au sein des entreprises. Et j'en sais quelque chose pour diriger un groupe, la notion aussi de client interne. Et au bout du compte, la notion d'être un servant leader fait partie de celle que nous devons effectivement cultiver. Donc, alors, rappelons que nous sommes sur 2 plateaux. Donc, un plateau qui a été animé depuis la Banque centrale et un autre grâce à nos équipes techniques, aux équipes de Fast Forward, aux équipes du groupe Profil, de Pro-Croissance que nous avons pu mettre en œuvre de sorte à aller toucher des sujets divers d'ordre généraux, mais qui, au bout du compte, ont la même vocation. Comment est-ce que nous pouvons créer de la richesse et comment est-ce que nous pouvons partager cette richesse dans un pays qui, au bout du compte, n'est pas si pauvre. Il n'y a qu'à regarder la valeur des intervenants et la valeur de la solidarité internationale que nous avons, qui doit pouvoir nous permettre de faire autrement, de faire autre chose. Et je parle de solidarité internationale, c'est l'occasion pour moi de dire un big thank you to Rigoberto Sáenz, que j'ai eu le bonheur de rencontrer au lendemain. I met Rigoberto after the earthquake of 2010, and we were in a forum, and from there we created a big friendship. And the other day, without advance notice, he said, "I want to be part of this event," and I'm so glad that he did. And Rigo, I hope we have you soon in Haiti, maybe together with Marvin. And I cannot promise any tequila, but maybe some prestige. I put the tequila, don't worry. I bring them there. Thank you very much. Merci à vous tous. Merci pour la première journée. Elle met vraiment sur les rails ce 11e sommet international de la finance. Je vais vous avouer que par moment, je me suis posé la question, est-ce qu'il fallait le faire? Tant le contexte, certaines fois, amène à se poser des questions. Grâce à vous tous, nous avons fait le bon choix, celui de la bonne bataille. À vous tous, à tous les participants de cette première journée, je dis un grand merci et bonne fin de sommet. À très bientôt. Et j'ajoute à demain sur Profil TV pour une deuxième journée tout aussi enrichissante. Bye bye. Merci. Hein? Bye bye. Thanks.